Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Non, on n'est pas trop sensible. Épisode numéro 5. Pourquoi certaines victimes ne parlent pas tout de suite. Il y a une chose qui me frappe à chaque fois qu'une femme ou une autre victime raconte une agression, une violence, une relation toxique ou un viol. Très vite, il y a toujours quelqu'un qui demande « Mais pourquoi elle n'a rien dit avant ?» Et je trouve cette question fascinante. Parce qu'on demande rarement « Pourquoi lui a fait ça ?» Non. On regarde une personne qui a été blessée, choquée, traumatisée, parfois détruite, et on lui demande de justifier sa réaction. Comme si après avoir vécu quelque chose d'horrible, il fallait encore réussir l'examen final de la victime parfaite. Tu sais, cette fameuse victime idéale qui devrait partir tout de suite, porter plainte immédiatement, pleurer de la bonne façon, ne plus jamais reparler à son agresseur, avoir des souvenirs très clairs, être toujours ultra cohérente, ne jamais retourner vers lui, ne jamais hésiter, ne jamais minimiser. En gros, on demande aux victimes d'être plus logiques après un traumatisme que leurs agresseurs avant. Et je trouve ça ultra fou. Parce qu'en vrai, le cerveau après un traumatisme, finalement, c'est pas un épisode des experts Miami. Tu ne sors pas de quelque chose de violent avec un PowerPoint, un tableau Excel et un témoignage parfaitement chronologique. Tu sors souvent avec de la peur, de la honte, de la confusion, du déni, de la culpabilité et parfois même l'impression étrange que finalement tout est de ta faute. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de toutes ces phrases qu'on entend tout le temps et de pourquoi elles ne disent pas quelque chose sur les victimes. Elles disent surtout quelque chose sur la façon dont on regarde la violence dans notre société. Mais entrons plutôt dans le cœur du sujet. Toutes ces questions qu'on pose aux victimes, au lieu de les poser aux agresseurs. Pourquoi elle n'a rien dit ? Je crois que c'est la phrase qu'on entend dès qu'une victime parle des mois, des années, parfois des décennies après. Oui, mais si c'était vrai, pourquoi elle n'a rien dit plus tôt ? Alors déjà, peut-être parce qu'elle avait peur. Peur de ne pas être crue, peur qu'on lui dise qu'elle exagère, peur qu'on lui demande ce qu'elle portait, peur qu'on lui dise « tu aurais dû partir », peur qu'on lui dise « tu aurais dû te défendre », peur qu'on lui dise « tu aurais dû dire non plus explicitement ». Bref, peur exactement de ce qui finit souvent par arriver. Parce qu'on vit dans un monde où les victimes savent très bien ce qui les attend si elles parlent. On sait qu'on va leur demander des preuves, des dates, des captures d'écran, des témoins, un dossier complet, presque même un ticket de caisse ou de parking. Comme si raconter quelque chose d'aussi violent n'était pas déjà assez difficile. Et puis surtout, parfois, on ne comprend pas tout de suite ce qui nous est arrivé. Parce qu'on a appris, malheureusement, à minimiser. On a trop appris à se dire « ce n'était peut-être pas si grave »,« il ne l'a pas fait exprès »,« j'ai peut-être mal compris »,« j'aurais dû dire non plus fort, plus clairement ». Il y a des femmes qui mettent des années à mettre un mot sur ce qu'elles ont vécu. Des années avant de se dire « attends, mais c'était pas normal ». Parce qu'on leur a tellement appris à douter d'elles-mêmes
Qu'elles deviennent parfois les premières à ne pas se croire. Pourquoi elle est restée? Alors cette phrase, je pense que c'est probablement la phrase la plus cruelle qu'on puisse dire à quelqu'un qui a vécu des violences. Moi, à sa place, je serais partie. Ah oui? Très bien. Et moi, à la place de Beyoncé, je serais restée 24 heures sur 24 en body à paillettes avec une équipe qui me suit en permanence. On ne sait jamais ce qu'on ferait dans une situation qu'on n'a jamais vécue. Parce que dans les relations violentes, les gens ne restent pas parce qu'ils aiment souffrir, parce que qui aime bien châtie bien. Ils restent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils sont manipulés, parce qu'on les a convaincus que c'était de leur faute, parce qu'ils espèrent que la personne va changer, parce qu'on leur fait du chantage, parce qu'ils n'ont plus confiance en eux, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont honte. La liste est longue. Et surtout, parce que la violence ne commence presque jamais par un coup. Elle commence souvent par « Tu es la femme de ma vie. Je t'aime plus que tout. Tu es différente. Je veux juste te protéger. » Puis, petit à petit, tu devrais moins voir tes amis. Cette tenue, ça ne me plaît pas. Tu exagères. Tu es folle. Tu m'as poussé à bout, c'est de ta faute. Et quand tu réalises que tu es dans une relation toxique, tu n'es déjà plus la même personne qu'au début. Tu es fatigué, perdu, fragilisé. Alors non, c'est pas si simple que Fallait partir. sinon, il n'y aurait pas autant de femmes qui restent. Mais pourquoi elle lui reparle? Je crois qu'il y a une idée très étrange selon laquelle, si quelqu'un t'a fait du mal, tu devrais immédiatement disparaître de sa vie, ne plus jamais lui adresser la parole et devenir une héroïne Netflix avec une playlist de Billie Eilish en fond. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée. Parfois, les victimes reparlent à leurs agresseurs parce qu'elles ont peur, parce qu'elles veulent comprendre, parce qu'elles veulent retrouver la version gentille du début, parce qu'elles espèrent une excuse, parce qu'elles sont encore sous emprise, parce qu'elles ont besoin de faire semblant que tout va bien pour survivre, ou parfois tout simplement parce qu'elles sont de la même famille. Et surtout, parce qu'après un traumatisme, le cerveau ne réagit pas de façon logique. Il cherche avant tout à se protéger. Parfois il nie, parfois il oublie, parfois il minimise, parfois il essaie de revenir vers la personne non pas parce qu'il n'y a pas eu de violence, mais justement parce qu'il y en a eu. Parce qu'un cerveau traumatisé préfère parfois croire ce n'était pas si grave, plutôt que d'affronter la réalité, quelqu'un que j'aimais a osé me faire ça. Et je crois qu'on ne réalise pas assez à quel point ça peut être déroutant, parce qu'on a tous envie que les victimes soient cohérentes. Mais un traumatisme ne l'est pas. Oh, mais qui aime bien châtie bien. Alors cette phrase, je crois qu'elle mérite une place directe dans le musée des pires idées de l'humanité. Juste entre les jeans taille basse reviennent et les gens qui mettent des raisins secs dans le taboulé. Comment dire? Il n'y a pas longtemps, en me baladant sur Instagram, je tombe sur une vidéo d'une maman qui avait amené sa petite fille au parc, qui s'est faite agresser par un petit garçon, et pour laquelle la maman a dit « Mais non, mais tu sais, s'il fait ça, c'est qu'il t'aime bien. Il est méchant avec toi parce qu'il t'aime bien. » Déjà à l'école, il te tire les cheveux, il te pousse, il se moque de toi, et un adulte dit « Oh, mais c'est parce qu'il t'aime bien. » Super! Merci pour cette magnifique introduction aux relations toxiques. Donc en gros, en 2026, on apprend toujours aux filles que si quelqu'un les humilie, c'est de l'amour. Si quelqu'un les contrôle, c'est de l'amour. Si quelqu'un les fait pleurer, c'est encore de l'amour. Et ensuite, à 25 ans, on s'étonne qu'elles aient du mal à reconnaître une relation saine. Mais comment tu veux reconnaître le respect quand on t'a appris toute ta vie à confondre amour avec souffrance? Quelqu'un qui t'aime ne fait pas peur. Quelqu'un qui t'aime ne te rabaisse pas. Quelqu'un qui t'aime ne te détruit pas. Et si on nous a appris le contraire,
Ce n'est pas de notre faute. La minute réflexion sauvage. On demande toujours aux victimes pourquoi elles se sont tues. On demande rarement pourquoi certains se sont crus autorisés. Je crois qu'il y a quelque chose de très injuste dans la manière dont on parle des violences. Parce qu'à chaque fois qu'une femme raconte quelque chose, on dirait qu'on ouvre immédiatement une enquête sur elle. On analyse sa tenue, ses messages, le ton de sa voix, le moment où elle en a parlé, le fait qu'elle ait souri le lendemain, le fait qu'elle soit retournée voir cette personne, le fait qu'elle ait hésité, le fait qu'elle n'ait pas pleuré comme il faut. Comme si, pour avoir le droit d'être crue, il fallait être la victime parfaite. Une victime qui dit tout de suite, n'a jamais de contradiction, ne reparle jamais à son agresseur, quitte immédiatement la relation, sait exactement ce qu'elle a vécu, a des preuves, reste toujours digne, triste et cohérente. En gros, on attend des victimes qu'elles soient plus claires après un traumatisme que leurs agresseurs avant de le provoquer, et je trouve ça vraiment violent. Parce qu'un traumatisme, ce n'est pas logique. On l'avait d'ailleurs évoqué dans notre épisode spécial du 10 octobre sur la santé mentale. Le cerveau ne réagit pas comme dans les films. Tu ne vis pas quelque chose d'horrible et ensuite tu te lèves parfaitement maquillé émotionnellement pour faire un discours intitulé « Bonsoir, voici exactement ce qui m'est arrivé dans l'ordre chronologique des choses ». Non. Parfois tu oublies. Parfois tu minimises. Parfois tu te persuades que ce n'était pas grave. Parfois tu continues à lui parler. Parfois tu souris. Parfois tu ris. Parfois tu retournes vers lui. Pas parce que tu mens, pas parce que tu inventes, mais parce que ton cerveau essaie juste de survivre avec quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il est parfois plus facile de croire « j'ai peut-être exagéré » que d'accepter quelqu'un que j'aimais, quelqu'un en qui j'avais confiance, m'a fait du mal. Et c'est là que je trouve qu'on est terriblement injuste. Parce qu'on demande aux victimes d'expliquer des réactions de survie, alors qu'on demande rarement aux agresseurs d'expliquer leurs actes. On demande pourquoi elle n'est pas partie, mais on demande rarement pourquoi lui l'a empêchée de partir. On demande pourquoi elle n'a rien dit, mais on demande rarement pourquoi il a cru qu'il pouvait faire ça sans conséquence. On demande aussi pourquoi elle lui a reparlé. Mais on demande rarement pourquoi lui est revenu, a insisté, a manipulé, a promis, a fait semblant de changer. Et je crois qu'au fond, c'est parce qu'on préfère parfois imaginer que les victimes auraient pu mieux réagir. Parce que c'est rassurant, ça nous donne l'impression qu'il y aurait une recette magique. Si moi j'avais été là, je serais partie. Moi j'aurais crié, moi j'aurais porté plainte. Comme si on voulait croire qu'il existe une façon parfaite d'éviter la violence. Parce que si on accepte qu'une personne intelligente, forte, drôle, entourée, peut quand même être manipulée, avoir peur, se taire ou rester, alors on est obligé d'accepter une chose très inconfortable. Ça peut arriver à n'importe qui. Et ça fait peur. Alors on préfère parfois inventer des règles. Elle aurait dû partir, elle aurait dû parler, elle aurait dû comprendre. Mais non. La seule personne qui aurait dû faire quelque chose de différent, c'est celle qui a fait du mal. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas pourquoi les victimes se taisent. La vraie question, c'est pourquoi certaines personnes se sentent autorisées. Pourquoi certains garçons grandissent avec l'idée que insister, c'est séduire, contrôler, c'est aimer,
Être jaloux, c'est romantique. Un non peut se négocier. La colère excuse tout. Leur désir compte plus que les limites des autres. Pourquoi on leur apprend parfois, très tôt, que les garçons sont comme ça, que qui aime bien châtie bien, qu'une fille qui dit non veut parfois dire oui. Et après on s'étonne qu'il y ait des hommes qui pensent avoir le droit d'insister, le droit de suivre, le droit de contrôler, le droit de toucher, le droit de décider à la place de l'autre. Comme si certaines personnes grandissaient en croyant qu'elles avaient plus de droits sur les autres que les autres n'avaient de limites. Et je crois que tant qu'on continuera à apprendre aux filles à se justifier, plutôt qu'aux garçons à se remettre en question, on passera à côté du vrai sujet. Parce qu'une victime ne devrait pas avoir à devenir avocate de sa propre douleur pour être crue. Elle ne devrait pas avoir à expliquer pourquoi elle s'est tue, pourquoi elle est restée, pourquoi elle a souri, pourquoi elle a hésité. Elle devrait juste pouvoir dire « ça m'est arrivé ». Et que pour une fois, la première question ne soit pas « pourquoi tu n'as rien fait ?», mais plutôt « pourquoi cette personne s'est crue autorisée ?» Si quelqu'un te raconte quelque chose, ne sois pas la personne qui ajoute une blessure à une blessure. Je crois qu'on a sous-estimé énormément à quel point la réaction des autres peut changer toute une histoire. Parce qu'une personne qui parle après une agression, des violences, une relation toxique ou un viol, elle ne vient pas raconter ça comme on raconte une anecdote gênante de soirée. Elle arrive souvent avec de la honte, de la peur, de la culpabilité, la sensation d'être folle, la peur de ne pas être crue, la peur qu'on minimise, la peur qu'on lui dise qu'elle exagère. En gros, elle arrive déjà avec le cerveau en mode « peut-être que c'est moi le problème ». Donc si la première chose qu'elle entend c'est « mais pourquoi tu es resté ? Pourquoi tu lui reparles ? Pourquoi tu n'as rien dit avant ? Tu es sûr, tu aurais dû partir ?» On ne l'aide pas. On vient juste confirmer exactement ce qu'elle craignait. On devient une deuxième blessure après la première. Et je sais que parfois, les gens ne disent pas ça pour être méchants. Parfois, ils sont juste maladroits parce qu'ils veulent comprendre, parce qu'ils pensent aider. Mais il faut comprendre quelque chose. Quand quelqu'un est en train de te raconter une violence, c'est pas le moment de jouer à question pour un champion version traumatisme. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les détails pour croire quelqu'un. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi elle est restée, pourquoi elle a souri, pourquoi elle a continué à lui parler, pourquoi elle a attendu 3 ans. Parce que toutes ces questions partent souvent d'une idée très dangereuse. Une vraie victime aurait réagi autrement. Et ça, c'est faux. Il n'y a pas de bonne façon de réagir à quelque chose de violent, sachant que chaque personne est différente. Il y a des personnes qui parlent tout de suite, d'autres qui mettent 10 ans, pleurent, rient nerveusement, d'autres encore qui restent, d'autres qui partent, oublient des morceaux, minimisent, continuent à voir cette personne, la défendent encore parfois. Et aucune de ces réactions n'enlève quoi que ce soit à ce qu'elles ont vécu. Parce qu'un traumatisme, c'est pas rationnel. Le cerveau fait ce qu'il peut pour survivre. Parfois, il te protège en te faisant croire que ce n'était pas grave, que tu ne l'as pas fait exprès, que tu aurais dû dire non plus fort, que tu as peut-être exagéré. Et si quelqu'un vient confirmer ces pensées-là, cette personne peut se renfermer pendant des années. Donc si quelqu'un te raconte quelque chose, il y a quelques phrases qui peuvent vraiment faire la différence. Tu peux dire « je te crois ». Et honnêtement, cette phrase-là, elle est déjà immense. Parce qu'il y a des gens qui passent des années à attendre qu'on leur dise ça. Tu peux aussi dire « tu n'as rien fait de mal ». Parce que la culpabilité, c'est probablement la chose la plus fréquente après une violence. Même quand on sait rationnellement que ce n'est pas notre faute, il y a une partie du cerveau qui cherche désespérément une explication. Alors on se dit « j'aurais dû partir, j'aurais dû dire non plus fermement, je n'aurais pas dû boire, je n'aurais pas dû monter, je n'aurais pas dû répondre ». Comme si on essayait de réécrire l'histoire
pour avoir l'impression d'avoir eu du contrôle. Mais quelqu'un qui a été violent reste responsable de sa violence. Toujours. On peut aussi dire « tu n'as pas à me prouver que c'était grave ». Parce qu'il y a énormément de victimes qui minimisent. Elles disent « non, mais c'était pas si grave, il y a pire. Je ne sais pas si ça compte vraiment ». Comme si elles avaient besoin d'atteindre un certain niveau de souffrance pour avoir le droit d'être blessées ou écoutées. Alors qu'on ne devrait jamais avoir à comparer sa douleur à celle des autres pour être légitime. Et surtout, il ne faut pas forcer quelqu'un à parler. Il y a des gens qui veulent raconter tout de suite, d'autres qui ont besoin de temps, d'autres qui ne mettront peut-être jamais des mots sur ce qu'ils ressentent. Et ce n'est pas grave. On peut juste être là, on peut dire « tu n'as pas besoin de tout me raconter, je suis là pour toi, tu peux prendre ton temps ». Parce que parfois, la meilleure chose qu'on puisse offrir à quelqu'un, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un grand discours, ce n'est pas une analyse. C'est juste un endroit où, pour une fois, la personne n'a pas besoin de se défendre, où elle peut être écoutée sans être jugée. Et puis, il y a autre chose dont on parle très peu. Parfois, quand quelqu'un nous raconte quelque chose, on a envie de régler le problème tout de suite. On leur dit « tu devrais porter plainte, tu devrais le quitter, tu devrais tout raconter, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Mais parfois, une personne n'est pas prête. Et on n'a pas besoin de la pousser pour la soutenir. Parce que reprendre du pouvoir après une violence, ça passe souvent par une chose très simple. Pouvoir choisir. Choisir de parler ou pas, de partir ou pas, de porter plainte ou pas, de raconter à d'autres ou pas, d'avancer à son rythme. Après une violence, on a déjà appris quelque chose d'essentiel, le choix. Alors la dernière chose dont on a besoin, c'est que quelqu'un décide encore à notre place. On peut juste demander « qu'est-ce qui t'aiderait là maintenant ?» Et je trouve franchement cette phrase très belle parce qu'elle ne dit pas « je sais mieux que toi ». Elle dit « je suis avec toi et je te soutiens ». Et je crois qu'au fond, c'est ça qu'on devrait tous apprendre. Que quand quelqu'un nous confie quelque chose d'aussi difficile, notre rôle, c'est pas d'être juge, enquêteur ou coach de vie avec une énergie de podcast motivationnel. Notre rôle, c'est juste de ne pas ajouter de douleur à la douleur. Parce qu'une victime n'a pas besoin qu'on lui demande pourquoi elle s'est tue. Elle a juste besoin, peut-être pour la première fois, qu'on lui montre qu'elle peut parler sans avoir peur. Peut-être qu'une victime n'a pas besoin d'être parfaite pour être crue. Peut-être qu'elle a juste besoin qu'on l'écoute. Et je crois sincèrement qu'on devrait arrêter d'attendre des victimes qu'elles soient irréprochables pour avoir droit à l'empathie humaine de base. Pour être crédible, on n'a pas besoin d'être parfaitement cohérent, parfaitement calme, parfaitement triste, parfaitement détruit, parfaitement digne. La douleur n'est pas élégante pour être entendue. Mais une victime, c'est pas un personnage écrit par Netflix avec un arc narratif propre, des flashbacks bien montés et une révélation finale au bout de 47 minutes. C'est une vraie personne. Une personne qui a peur, qui doute, qui parfois minimise, parfois continue à aimer quelqu'un qui lui fait mal, parfois rit le lendemain, parfois envoie « ça va, t'inquiète » alors qu'elle sait que rien ne va, qui parfois met des années à comprendre ce qu'elle a vécu, à poser des mots dessus. Et ça ne la rend pas moins légitime, ça la rend humaine. Parce qu'en vrai, les traumatismes ne ressemblent pas toujours à ce qu'on imagine. Parfois, ils portent du mascara, ils vont travailler le lundi matin, ils postent des stories, ils font des blagues à table pour éviter que quelqu'un demande « ça va ?» Et surtout, parfois, ils se taisent. Pas parce qu'ils mentent, pas parce qu'ils exagèrent, mais parce qu'ils savent très bien ce qui arrive aux gens qui parlent. Les regards, les doutes, les « oui mais pourquoi elle est restée », les « oui mais pourquoi maintenant », les « oui mais lui pourtant il est gentil ». Comme si la violence devait forcément avoir le visage d'un monstre dans un documentaire sombre sur Netflix, alors que parfois elle a juste le visage de quelqu'un que tout le monde adore. Et je crois que le vrai scandale, il est là. Le vrai scandale, c'est pas une victime
qui met du temps à parler. Le vrai scandale, c'est qu'elle sache déjà exactement ce qu'elle risque en le faisant. Et si cette série devait laisser une seule chose derrière elle, j'aimerais que ce soit ça. On n'a pas besoin de comprendre parfaitement la réaction de quelqu'un pour respecter sa douleur. On n'a pas besoin qu'une victime soit parfaite pour commencer à écouter avec humanité. Parce qu'au fond, écouter quelqu'un, ce n'est pas rendre un verdict. Ce n'est pas devenir juge sur TikTok dans les commentaires. C'est juste accepter une chose simple. La souffrance humaine ne sera jamais propre, logique et esthétique. Et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a oublié ce que c'est que d'être humain. Alors si tu écoutes cet épisode ou cette série entière et que certaines choses ont résonné en toi, je veux juste te dire un truc. Tu n'as pas besoin de rendre ta douleur présentable pour qu'elle mérite d'exister. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, le bon timing, la bonne réaction, le bon visage de victime. Tu as le droit d'avoir été perdu, tu as le droit d'avoir aimé quelqu'un qui t'a détruit, tu as le droit d'avoir survécu bizarrement, parce qu'il n'existe pas de manière parfaite de survivre. Et peut-être que la vraie force finalement, ce n'est pas d'être irréprochable, c'est juste de réussir un jour à se regarder en face et se dire « ce que j'ai vécu était réel et moi aussi je mérite d'être écouté ». Et sur cette note d'amour, de vérité et de survie un peu chaotique, parce qu'ici on est humain avant d'être parfait, je vais vous laisser reprendre le cours de votre vie de star fatiguée mais iconique. Prenez soin de vous, vraiment, buvez de l'eau, bloquez cette personne si nécessaire, arrêtez de culpabiliser pour tout, et rappelez-vous que votre valeur ne diminue pas juste parce que quelqu'un n'a pas su vous aimer correctement. Et surtout, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode, parce que vendredi, c'est le jour des réflexions sauvages, le jour où on réfléchit, où on rigole un peu, où on guérit parfois sans s'en rendre compte, et où on se rappelle qu'on mérite toute une vie plus douce que ce qu'on a accepté trop longtemps. Je vous embrasse fort, prenez soin de votre cœur, et à vendredi mes sauvages. Bisous bisous. Et voilà. C'est tout pour cet épisode de Réflexions sauvages. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.